Quelles seraient vos préconisations s'agissant de la prévention des conflits d'intérêts? Parce qu'il semblerait quand même que ce soit au cœur d'un certain nombre de difficultés et de dysfonctionnements. La deuxième chose, quelles seraient vos préconisations en dehors de la formation des agents vérificateurs? Et là, on a eu aussi beaucoup d'exemples de ce qu'ils étaient mal formés pour appréhender les difficultés, s'agissant des prix de transfert. Sur la prévention des conflits d'intérêts, c'est un sujet tout à fait central, puisque c'est justement bien là que... il y a deux types de conflits d'intérêts qui sont au cœur de l'affaire. Il y a des conflits d'intérêts au sens plus traditionnel, qui est le conflit d'intérêts entre quelqu'un qui intervient sur un secteur au nom de son entreprise et qui, pour une raison ou pour une autre, a des intérêts ou a eu des intérêts. Bon. Et puis il y a le conflit d'intérêts au sens de l'intérêt particulier et de l'intérêt de la collectivité. Les deux problèmes ne sont pas exactement les mêmes. C'est tout à fait au cœur de notre affaire et je ne suis pas convaincu que la pratique américaine sur ce sujet soit la meilleure. Vous savez que la pratique américaine, en gros, vise non simplement le conflit d'intérêts, mais la perception que l'on pourrait avoir d'un conflit d'intérêts. Autrement dit, vous êtes en situation de conflit d'intérêts, même si vous n'avez rien fait, mais simplement que vous donnez le sentiment, ou vous ne donnez pas le sentiment, mais les faits sont tels qu'on pourrait penser qu'il y a conflit d'intérêts. Parce que ceci paralyse totalement, et c'est toujours pareil. Quand une mesure est trop extrême, à l'arrivée, finalement, elle devient inopérante. En revanche, la sanction du conflit d'intérêts, c'est donc ex ante. La sanction du conflit d'intérêts ex post, c'est moins satisfaisant parce que les problèmes se sont déjà posés, mais au moins, on sait de quoi on parle. Et donc, moi, je serais plutôt d'avis de renforcer ce qui peut exister comme législation sur ce sujet, mais encore une fois, ex post, ça n'empêche pas d'avoir des éléments ex ante, mais pas aussi larges et généraux qu'il y a aux États-Unis. L'exemple le plus connu, un peu anecdotique là aussi, et qui n'a pas de grand rapport avec notre affaire, mais qui le montre bien, c'est la difficulté qu'ont les présidents américains nouvellement élus de se faire non seulement un gouvernement, mais les premiers niveaux en dessus du gouvernement, parce que dès que quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, est susceptible de se dire on va me reprocher de ne pas avoir payé un PV de stationnement interdit il y a 3 ans, il dit j'y vais pas. Parce que, bon. Et donc ce type de blocage-là ne renforce pas l'efficacité de l'État non plus. Alors, bon, je ne reviens pas sur la formation des agents, vous l'avez évoqué elle-même, ce ne sont pas les agents qui sont en cause, évidemment, mais la réalité des choses qui fait que c'est très difficile. Le problème des prix de transfert est extrêmement important, puisque c'est un des canaux, pour certains types d'activités, le principal, par lequel, en fait, on maquille, il faut bien appeler les choses comme elles sont, une réalité pour pouvoir déplacer à l'endroit où on le souhaite l'émergence de profits, de résultats, qui seront, en tout cas généralement, ça dans ce sens-là, moins taxés, voire pas taxés du tout, par rapport à ce qu'ils auraient été sinon. Donc ça c'est très compliqué, mais de nouveau, la compétence qu'il faut pour être capable de rentrer là-dedans est considérable, parce que c'est très technique, et si on veut que le gendarme soit équipé, il faut qu'il soit capable d'avoir des gens de ce niveau-là. Avec deux difficultés, celle que vous évoquiez, c'est il faut la formation elle-même, il faut qu'elle existe, mais au-delà de ça, une fois qu'on a formé des gens comme ça, je dis ça rapidement et à l'emporte-pièce, mais est-ce qu'ils vont se satisfaire de salaires de fonctionnaires? C'est pas absolument évident, sans être obligatoirement des avides en matière de rémunération, la difficulté est très grande. Bon. Alors j'ai deux questions. La première, même si c'est plutôt la Banque mondiale qui s'intéresse à ce sujet, je voudrais vous interroger sur les constatations que vous avez pu faire dans le cadre du FMI sur le fonctionnement, mais aussi le contrôle des banques du continent africain et plus précisément des pays destinataires de l'aide au développement de la France. Vous savez que plusieurs économistes, voire certains grands bailleurs de fonds, estiment que la corruption fait obstacle à l'efficacité de l'aide au développement. Il existe par ailleurs des soupçons sur l'utilisation qui peut être faite à partir des banques africaines de certains pays. Dans ces plans de l'ajustement structurel, je suppose que le FMI a pu examiner cela d'assez près, même si, comme vous l'avez rappelé, il n'a pas une fonction a priori de gendarme. Ma deuxième question, si vous le permettez, comment analysez-vous la contradiction entre la fiscalité, dans la fiscalité américaine, entre une action qui semble assez résolue dans le cadre du FACTA contre les particuliers et les facilités offertes aux entreprises qui ne sont pas taxées sur leurs bénéfices à l'étranger dès lors qu'ils ne sont pas rapatriés.
N'y a-t-il pas dans le FACTA une armée suprématiste contre l'Europe? C'est ma deuxième question. Sur les banques africaines, oui, alors, vous dites, est-ce que la corruption fait obstacle à l'efficacité de l'aide? Oui, la corruption fait obstacle à l'efficacité de l'aide. Oui. Pour autant, là aussi, on peut être pragmatique ou rigoriste. On peut dire, dès qu'il y a corruption, plus d'aide. C'est parfait. Sauf qu'il n'y a plus d'aide du tout, alors. Ou alors on peut dire, bon, il y a un peu de fuite, c'est inévitable, ça fait partie, mais il y a une limite. Ce qui est plutôt ce qui est pratiqué en réalité. Car il y a de la corruption un peu partout, mais parfois ça reste ce que d'autres appellent des marges commerciales ou des avantages donnés aux intermédiaires. Bon. Souvent, ça va beaucoup plus loin que ça. Est-ce que le FMI a l'occasion de mettre son nez là-dedans? Oui. Quand, d'aventure, il est en charge du pays. Si ce pays, quel qu'il soit, s'est trouvé dans une situation telle, principalement des équipes de balance des paiements, qu'il doit faire appel au FMI, alors le FMI est capable d'investiguer un peu, beaucoup au travers de l'État lui-même, ça limite, enfin quand même. Mais si le FMI n'a rien à faire dans ce pays-là, c'est extrêmement difficile pour lui de mettre son nez dans des opérations où on ne demande pas de venir. Et c'est une question, encore une fois, ça relève d'un traité international, ça serait très difficile, mais c'est une question qui mérite d'être posée parce que on croit qu'on a un gendarme là aussi, et en fait on a un gendarme qui a une épée de bois. Quant à la contradiction entre caractère très déterminé de l'action contre les particuliers et forme de laxisme qu'on avait Google récemment, qui en vient à préférer emprunter de l'argent pour payer ses dividendes plutôt que rapatrier ses profits, elle est évidente. Mais ça relève d'un état d'esprit qui est beaucoup plus vaste que cela, et qui est que chez un certain nombre de nos partenaires, et là vous en citez un parmi les plus grands, peut-être le plus grand, ce qui est autorisé est interdit est une chose, et puis il y a toujours l'intérêt national, entendu parfois comme l'intérêt des grandes entreprises, qui vient par là derrière. Là aussi, je voudrais donner à la Commission une anecdote, sans rentrer trop dans le détail. Pourquoi est-ce qu'un certain nombre de grands pays font des grands discours, mais parmi ces grands pays, des très très grands pays justement, font de grands discours sur les paradis fiscaux, sur la lutte contre l'activité des hedges, etc., et qu'il ne se passe rien derrière? Ils sont incapables d'agir, ils ne savent pas de quoi y parler. Pourquoi? La réalité, c'est que pour un certain nombre de ces grands pays qui ont des opérations extérieures, pas toujours dans la pleine lumière, il y a des opérations extérieures militaires et des opérations extérieures moins militaires. Il faut bien que les financements passent par quelque part. Et donc, la réalité, c'est que ces grands pays qui, je ne dis pas qu'ils ont raison de le faire ou pas, mais c'est comme ça, interviennent aux quatre coins de la planète. Parfois, vous mettre le nez dans des histoires, on préférait qu'ils ne les mettent pas. Enfin, c'est comme ça. Ont des sommes considérables à mettre en jeu, au travers de dizaines de sociétés écrans. Il faut bien qu'elles soient quelque part, ces sociétés. Il faut bien que l'argent passe par quelque part. Et donc, ces États-là peuvent raconter ce qu'ils veulent sur la volonté de lutter contre les paradis fiscaux et centres offshore. En réalité, ils n'ont pas du tout l'intention de le faire. Alors, je vous dis ça parce que j'en ai entendu parler. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Peut-être que tout ça, c'est des racontars. Mais enfin bon, quand on y réfléchit un peu, on se dit qu'il faut bien que les choses se fassent quand même. Vous nous avez parlé des acteurs, du système et des usages, avec une responsabilité majeure des usagers et des acteurs. Donc un exemple micro qui peut vous sembler anecdotique, mais qui a été abordé l'an dernier dans la commission. Pouvez-vous nous dire si vous avez entendu parler, soit dans vos fonctions ministérielles, soit lors de votre séjour aux États-Unis, des pratiques de la famille Wildenstein qui, à une échelle inédite, mêlaient les trusts, les dons et prêts à certaines institutions et une activité financière et des liens bancaires extrêmement délicats, voire problématiques, puisque vous savez peut-être qu'il y a en France une demande de recouvrement pour 650 millions d'euros pour fraude fiscale qui est en cours. Donc si vous aviez des précisions sur ces usages, qui sont les usages d'un type d'acteur qui éclaire aussi ce sujet. Je vous remercie.
Bon, malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'informations, plus que ce que je lis dans la presse. Je vois bien l'importance du problème et je partage votre sentiment et analyse. Enfin, il y a quelque chose d'assez massif. Je ne connais pas plus l'affaire que ce que vous en dites. Monsieur le ministre, moi j'avais un peu d'abord une interrogation sur la manière dont vous présentez la nature du problème. Vous tentez d'expliquer qu'au fond, ce n'est pas la structure même du système qui est en cause, mais, si je puis dire, des comportements institutionnels ou des personnes qui pervertiraient un système qui en lui-même pourrait être acceptable. Il se trouve, on n'a pas le temps, que moi je pense strictement l'inverse, mais enfin, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des turpitudes des gens qui sont les acteurs qui vont essayer de s'enrichir, etc. Mais néanmoins, je pense que le système est en lui-même dangereux. Notamment au regard du décrochage massif qui s'est opéré entre la sphère dite de la finance, en tout cas, et la sphère de l'économie réelle. J'en veux pour preuve un article fort brillant de Lionel Jospin en 2008 qui en faisait une très bonne description. Et donc, je m'interroge du coup sur les propositions que vous faites, en particulier quand vous nous dites les superviseurs, en fait, s'ils étaient bons, s'ils avaient de l'autorité, ça marcherait. Moi, je pense que structurellement, c'est pas possible. C'est pas une question de compétence. C'est pas une question qu'ils sont mauvais, qu'ils voient pas ce qu'il faut. C'est que pour qu'il y ait des superviseurs qui ont une légitimité, une compétence supérieure, il faut qu'il y ait un intérêt politique, un intérêt général, un bien commun reconnu qui leur donne cette légitimité. Et vous le décrivez très bien dans les attitudes des États qui, par devant, font semblant d'être d'accord pour une régulation, mais qui sont en compétition économique, géopolitique, et qui, de fait, n'ont pas du tout l'intention de se démunir de ce rapport de force. Donc je ne crois pas à ces situations-là. Du coup, je voudrais vous interroger plutôt sur des choses qui pourraient, si je puis dire, dégraisser le système dans son côté nocif. Par exemple, êtes-vous favorable à ce qu'on interdise le trading haute fréquence? Êtes-vous favorable à ce qu'on interdise un certain nombre de hedge funds ou qu'on en limite le champ? Est-ce que la taxe Tobin, qui était faite aussi pour connaître les mouvements de capitaux, n'est pas un des éléments qu'il faut quand même continuer à poser? Et je termine. Que pensez-vous des dernières décisions prises au G8 ou au G10, je ne sais plus lequel des deux, concernant les paradis fiscaux? Est-ce que vous imaginez que les bonnes paroles qui ont été dites vont avoir les mêmes suites que celles que vous avez observées par le passé? Je ne sais pas si nous sommes d'accord ou pas, c'est un vieux débat entre nous depuis une trentaine d'années, on ne va peut-être pas le reprendre en détail. Mais non, je ne crois pas que le système soit bon et simplement perverti par de mauvais esprits. Je ne dis pas du tout ça. Je dis que le système, il est comme il est. Pour le moment, j'en connais pas d'autres, mais je veux bien qu'on en discute. Ceci dit, il est comme il est, mais qu'on pourrait le faire fonctionner beaucoup mieux si on met le point d'application de ce que l'on veut changer sur le comportement des individus, plutôt que sur des règles qui voudraient améliorer le système sans beaucoup le changer. Alors, c'est une nuance assez importante. Ce système, il a effectivement beaucoup de défauts. Je ne sais pas quel autre on pourrait mettre en place et si on pourrait l'empêcher de se développer. Mais ce que je vois, c'est qu'aussi bien aux États-Unis qu'ailleurs, lorsque les textes sortent, ils visent à corriger le système, lequel se défend un peu comme une baudruche. On l'écrase d'un côté, il regonfle à un autre côté. Et en réalité, les résultats sont modestes. Et on attaque très peu quelque chose où, pour le coup, la marge, à mon avis, de bénéfice ou de progrès est considérable, qui est d'attaquer sur les comportements. C'est donc ça que j'ai voulu dire, mais pas que le système en lui-même n'était pas dangereux. Le système est extrêmement, extrêmement dangereux. Monsieur le ministre, je voudrais savoir ce que vous pensiez de la loi américaine FATCA. Deuxième point, moi je m'interroge beaucoup sur le nombre de filiales des banques. Je dois vous dire que ce nombre de filiales est totalement extravagant de mon point de vue, que je pense que cela permet aux banques justement d'intervenir véritablement pour créer des paradis fiscaux et que ces paradis fiscaux leur permettent de prendre des risques inconsidérés et d'une manière totalement opaque. Donc moi je pense qu'il y a derrière ce niveau de filiale quelque chose que je ne décèle pas aujourd'hui. Je voudrais savoir si vous êtes intéressé là-dessus. Et enfin, dernière question, est-ce que la réponse à tous ces mots que nous dénonçons, est-ce que ce n'est pas une véritable harmonisation fiscale qui serait, sinon mondiale, au moins par grand territoire? Parce que tant qu'on n'aura pas, je pense, cette harmonisation fiscale, je pense qu'effectivement, on pourra faire des grandes déclarations, mais on ne résoudra pas le problème. Enfin, j'aimerais bien avoir votre sentiment là-dessus. Le FATCA est un instrument au service des États-Unis, il ne faut pas se raconter d'histoire. Mais d'un autre côté, on ne peut pas reprocher à un État de mettre en œuvre une législation qui le sert. Simplement, il faut en être conscient.
Et si je voulais faire un parallèle qui sort du champ de votre commission, mais le débat qui s'ouvre là sur le traité commercial entre les États-Unis et l'Europe est exactement de la même nature. C'est un piège considérable pour les Européens. Je crois que les Français ont bien fait de vouloir se battre sur le problème de l'identité culturelle, mais c'est un tout petit aspect du problème, très important, c'est très bien de l'avoir fait, tant mieux d'avoir gagné, pour le moment en tout cas, mais c'est un tout petit aspect du sujet. Le vrai sujet, ce sont les normes, c'est la triangulation que les États-Unis, qui ont déjà un accord avec le Pacifique moins Chine, veulent obtenir avec nous pour coincer les Chinois derrière, et nous sommes dans une situation extrêmement difficile dans ce débat-là. Pourquoi je prends cet exemple, qui n'a pas de rapport direct avec notre affaire? Parce qu'il montre que nous sommes dans un monde de méchants, et pas dans un monde de gentils. Et donc il faut vouloir se battre, et pas croire que les propositions des uns et des autres qui sont faites sont des propositions au nom de l'intérêt collectif. Elles sont au nom des intérêts que ceux qui sont élus ou ceux qui sont à la tête d'entreprise représentent. Sur le nombre de filiales, vous avez raison, mais c'est un peu la difficulté que j'évoquais tout à l'heure. C'est un instrument pour échapper. Mais si on ferme ce robinet-là, on peut trouver d'autres instruments. Ce qu'il faut arriver à contraindre, c'est la volonté d'échapper. Je crois vraiment très profondément qu'il n'y a rien, j'ai aucun inconvénient et j'ai aucun argument à opposer à ce que, lorsqu'on constate une certaine forme de dérive, on essaie de la cantonner. Simplement, on en trouvera d'autres. Si on n'arrive pas à mettre tant soit peu de frein à la volonté qui est derrière tout ça, qui est d'essayer de contourner. Et pour mettre fin, c'est exagéré, pour limiter cette volonté de contourner le système à tout prix pour faire des bénéfices plus importants, il faut que les risques soient encourus directement par les personnes. Alors, est-ce que la réponse est une vraie harmonisation fiscale? Oui, bien sûr. Simplement, là, on rejoint je suppose le problème résolu, quoi. Évidemment, oui. Et chaque fois que la conjoncture politique, parce qu'il y a eu un cataclysme politique dans un continent, parce qu'il y a une domination politique forte d'un pays sur un autre, d'un couple de pays sur d'autres, permet d'avancer dans ce sens-là, il faut le faire. Mais ce n'est pas exactement la conjoncture politique d'aujourd'hui. Et donc, je ne suis pas sûr qu'on avance énormément. J'ai, au passage, oublié une question plus technique de Mme Lindemann sur le trading haute fréquence, sur les hedges. Alors, sur le trading haute fréquence, oui. Oui, il y a de gros avantages à limiter cette pratique. Ceci dit, ce n'est pas totalement inutile non plus. C'est-à-dire qu'on a aussi besoin d'éléments de stabilisation du marché. C'est-à-dire ce qui fait qu'en clair, la parité euro-dollar à New York, à Paris et à Tokyo est la même, c'est qu'il y a justement de la haute fréquence entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a des petits ajustements qui se font. Donc, si on veut que les marchés, quoi qu'on pense des marchés, fonctionnent correctement, qu'il n'y ait pas des distorsions qui s'introduisent et qui par ailleurs sont déstabilisatrices, il faut bien que d'une manière ou d'une autre, il y ait des petits mouvements qui corrigent. Donc il faut arriver à corriger les excès, toujours pareil. Corriger les excès sans obligatoirement faire disparaître ce qui peut en être utile. Sur les hedges, il y a évidemment une régulation des hedges qui doit être différente, mais notamment une régulation des banques qui prêtent aux hedges. Car si les hedges fonctionnaient simplement sur leur fonds, la situation serait passablement différente. Mais là, on rencontre pour le coup une opposition massive de nos partenaires américains, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Sur la taxe sur les transactions financières, je ne m'étendrai pas beaucoup. Je crois que c'est une vaste illusion et que tout ça va nulle part, à la plus grande satisfaction de ceux d'ailleurs qui craignent qu'on attaque vraiment le problème et qui sont satisfaits de ce qu'on se contente de vouloir mettre en place une taxe. Je ne crois absolument pas que c'est, pour le coup, à cause des innovations financières possibles, qu'on puisse piéger comme ça. Alors on peut trouver des recettes, mais si on veut trouver des recettes pour le développement, on peut aussi dire qu'on augmente partout, s'il y a la volonté politique, qu'on augmente partout l'impôt sur les sociétés de 1%, et puis on aura les recettes, si la volonté politique est là. Et si ce n'est pas principalement pour trouver les recettes, mais parce qu'on veut éviter des mouvements de capitaux déstabilisants, ce n'est pas des taxes de 0,0 quelque chose qui augmenteront quoi que ce soit. Donc tout ça, à mon avis, est un faux débat, qui ne serait pas grave si le temps qu'on passe à un faux débat n'empêchait pas d'avancer sur les vrais débats. Et votre dernier point, c'était sur les paradis fiscaux. Oui, je crains que, honnêtement, je ne veux pas jouer la zone de mauvais augure, mais je crains que ce qui a été dit récemment sur les paradis fiscaux connaisse le même sort que les déclarations d'un président de la République antérieur, à la suite d'un G8 ou d'un G20, je ne sais plus, et qui était sorti en expliquant que c'était la fin, ils étaient morts. Malheureusement, ça ne s'est pas exactement passé comme ça.
Je voudrais insister sur ces superviseurs, parce que vous nous dites que nous n'avons pas les moyens suffisants pour payer des superviseurs suffisamment pointus pour détecter les fraudes de certains pays. Je pense que cela m'inquiète. En ce sens que vous avez eu l'occasion, lors de votre présidence, d'alerter, j'imagine, les pays et les différents gouvernements. Donc, je crois que le conseil que vous avez pu leur donner, nous devrions aujourd'hui rassembler les moyens pour quand même détecter cela, parce que cela me paraît tellement anormal. Et puis rapidement, une deuxième question, et avez-vous eu l'occasion lors de votre présidence du FMI d'intervenir justement dans des pays où il y a des zones d'ombre, dans certains pays qui abritent des paradis fiscaux, et quelle était votre attitude dans ce cadre-là? Sur les superviseurs, j'y reviens pas. Oui, on pourrait trouver les moyens, mais c'est toujours pareil. Le problème, c'est est-ce que véritablement, au moins dans une zone limitée du monde, disons l'Europe, les intérêts du jeu coopératif sont suffisamment importants, où on est capable de convaincre nos partenaires que les intérêts du jeu coopératif sont suffisamment importants pour qu'ils veillent à avancer ensemble. Et ce que je constate aujourd'hui dans l'Europe telle qu'elle est, c'est que on est loin d'en être capable et que chacun... Donc du coup, on ne trouvera pas les moyens. On pourrait les trouver, on ne trouvera pas les moyens. Oui, le FMI a été amené à intervenir dans des pays qui avaient des marges de paradis fiscaux ou qui étaient complètement, massivement des paradis fiscaux. Là aussi, c'est toujours pareil, l'intervention du FMI est principalement politique monétaire, politique budgétaire, restabilisation des comptes. Ça n'empêche pas de mettre son nez dans des choses périphériques, mais ce n'est pas sa mission première. Et donc, la conditionnalité de ce qu'il fait a du mal à être directement branchée sur des problèmes de cette nature. Ça serait tout à fait concevable. Simplement, ce n'est pas le cas, c'est pas sa règle de fonctionnement d'aujourd'hui. Nous voyons une description d'un système et de ses dérives qui, en réalité, attaquent la souveraineté des États. Et c'est d'autant plus facile, d'une certaine manière, d'attaquer la souveraineté des États lorsque l'ensemble des flux d'informations, les facturations, les prix de transfert, la propriété industrielle peut circuler à la vitesse de la lumière avec les nouvelles technologies. Et dans ce cadre, l'attaque de la souveraineté des États, c'est aussi une attaque de la démocratie. Donc ça doit être un point central, en fait, d'essayer de trouver les outils pour rétablir cette souveraineté et rétablir la démocratie sur l'ensemble de l'espace économique et social, d'une certaine manière. Est-ce que il y a vraiment... Si c'était juste une question de salaire des gendarmes, ça serait raisonnable, ça serait possible, mais croyez-vous vraiment que c'est la vraie question? Est-ce qu'il est possible, dans un espace limité, l'Union européenne, ou dans le cadre des espaces des négociations libre-échange, États-Unis, Union européenne, Japon, d'arriver à avoir un espace suffisant où on peut mettre en place une régulation suffisamment forte pour rétablir une souveraineté et une démocratie? Nous avons des mécaniques, des habitudes, des mécaniques intellectuelles, des mécaniques législatives, des instruments que nous avons forgés au cours du temps pour jouer à l'échelle d'un État souverain. La dimension aujourd'hui du jeu s'est étendue. On joue avec des règles d'un jeu de basket sur un terrain de football. On a du mal. Est-ce que, en dépassant cette souveraineté-là, en alliant cette souveraineté avec des souverainetés voisines, en partageant cette souveraineté pour en avoir plus, c'est l'exemple de l'Europe, on est capable d'avancer? Je le crois. Est-ce qu'à partir de là, on est capable de restaurer des espaces démocratiques? Oui. À l'inverse, est-ce que si on laisse les souverainetés nationales par un nationalisme rampant mais qui s'exacerbe un peu aujourd'hui, être bousculées par la réalité, au point que les citoyens se disent finalement plus personne ne sait rien faire, est-ce que ce faisant, on ne risque pas de porter gravement atteinte à la démocratie? Aussi, j'en suis convaincu. Et donc, il n'y a de sortie pour moi, on ne serait pas surpris, que vers l'avant, c'est-à-dire vers la conquête de souverainetés plus larges, plus partagées, mais du coup plus puissantes à l'échelle de la planète. Sinon, la marginalisation se fera parce qu'en effet, nos populations, notre peuple français, d'autres, finiront par trouver que, puisqu'on ne peut rien faire, autant, alors certains diront faire la révolution, d'autres diront aller à la pêche à la ligne. Dans tous les cas de figure, le comportement n'est pas typiquement celui qu'on espère dans un cadre démocratique. Si je comprends bien ce que vous nous avez expliqué, c'est que, en gros, la finance
rémunère tellement bien l'intelligence qu'elle est toute drainée à son service et qu'il n'y a plus d'intelligence disponible ou le prix auquel elle est rémunérée est beaucoup trop bas pour pouvoir la contrôler. Plus, en fin de votre propos, le fait que, quels que soient les discours des États sur leur volonté de lutter contre la fraude fiscale, quelque part, ils en sont eux-mêmes tellement dépendants parce que leurs intérêts d'État combinés aux intérêts de leurs grandes entreprises font qu'en fait, ils feront le choix pragmatique de celui de leurs intérêts. Donc, est-ce qu'avant qu'on se sépare, est-ce qu'il y a un espace de régulation qui vous semblerait possible, juste histoire qu'on se quitte avec une petite bouffée d'optimisme? C'est pas tellement que la finance est capable de rémunérer tout ce qui est intelligent, plus que ne peut le rémunérer la partie publique de la société, et que donc du coup, on peut plus aller. Oui, juste. Moi, je pense qu'il existe un espace de régulation, évidemment. J'ai passé ma vie publique à ça. Je pense qu'il existe un espace de régulation à condition de ne pas se leurrer soi-même sur l'endroit où il faut faire porter la régulation. Alors, je ne prétends pas être omniscient et je peux tout à fait me tromper. Mais ce que je constate en tout cas, c'est que la plupart du temps, jusqu'à maintenant, on fait porter les volontés de régulation sur les endroits qui ne sont pas les plus efficaces. Et une fois qu'on a commencé à le faire, on en est satisfait, on oublie. Je finis ces interventions, si vous m'autorisez à prendre encore 30 secondes, Monsieur le Président. 30 secondes, c'est tout à fait par possible. Un exemple qui va désespérer peut-être Mme Rossignol, mais la crise a accéléré la processus dit de Bâle III, c'est-à-dire l'organisation de la régulation bancaire, principalement, c'est beaucoup plus que ça, mais principalement sur l'idée qu'il fallait des banques mieux capitalisées. Bon. Parfait. Vous trouvez que finalement, c'est vrai, c'est une bonne idée. Il faut que les banques soient plus capables de résister à des chocs, donc il faut qu'elles soient plus capitalisées, et pour ça, qu'elles lèvent des capitaux, parce que sinon, au prochain choc, elles risqueraient etc., etc. Et c'est de la régulation, ça. Donc on peut dire, formidable, la crise a permis de faire avancer la régulation en étant plus contraignant à l'égard, disons rapidement, des banques. Bon. La réalité est très différente. La réalité, c'est que le numéro 2 du comité de Bâle, un monsieur extrêmement respectable, extrêmement savant, mais qui se trouve avoir une nationalité d'outre-Atlantique, et que quand on y regarde de près, la régulation dite Bâle III est très défavorable aux banques européennes et très favorable aux banques américaines. D'abord, parce que de toute façon, elles ne la respectent pas, et ensuite, parce que le financement des entreprises se fait dans ce pays, pas par les banques, mais par le marché, et donc en contraignant les banques, c'est pas très grave pour eux, de toute façon les banques financent peu, mais pour nous, c'est exactement le contraire. Donc, on a fait de la régulation. Ah, ça oui, pour en avoir fait, on en a fait. Hein. Sauf qu'on a fait de la régulation pas où il fallait. Ou plutôt, on a fait de la régulation sous pression d'intérêts politiques et qui, comme souvent malheureusement, ont donné l'avantage pas là où je l'aurais souhaité et ont conduit une régulation qui dessert, de fait dessert, même si elle en renforce la capacité de résistance parce qu'elles n'ont plus de capitaux, dessert le système financier européen. Donc, oui, il y a de l'espace pour la régulation, mais toute régulation, je dirais autrement, toute régulation n'est pas bonne à prendre. Et encore faut-il savoir exactement où on l'applique. Et c'est ça le vrai sujet, ce que j'ai essayé de m'employer, je ne sais pas avec quel succès, à vous dire aujourd'hui, en vous remerciant de m'avoir convié dans cette commission, c'est que, oui, il y a de l'espace pour la régulation. Le problème, ce n'est pas de vouer hégémonie le système, parce que de toute façon, le système, il est là, et qu'on ne sait pas très bien par quoi le remplacer, mais c'est de faire en sorte qu'aux endroits où il faut, qu'on soit capable de porter le fer, et ça requiert effectivement un certain nombre de technicités que des commissions comme la vôtre ont su rassembler. Les banques centrales. Les banques centrales sont un instrument extrêmement puissant et, comme toute institution humaine, elles peuvent faillir ou réussir. Mais il y a là un instrument de régulation, parce qu'au bout du compte, c'est le prêteur en dernier ressort. Et comme c'est le prêteur en dernier ressort, l'utilisation, par exemple, qu'au travers de la crise, les États-Unis ont fait de la Fed, sous la houlette de Bernanke, est, à mon avis, assez exemplaire. Le problème, la Fed a maintenant un bilan extrêmement gonflé. Comment est-ce qu'ils vont faire maigrir le bilan? Ça, c'est très compliqué. Mais
l'instrument a été utilisé pour éviter les ennuis. Le problème pour nous, c'est qu'en dépit des qualités éminentes de Mario Draghi et des efforts considérables qu'il a fait pour que le système européen tienne debout, la BCE n'est pas un prêteur en dernier ressort. Ça n'est qu'un ersatz de banque centrale, car ça n'est pas une banque centrale qui est appuyée sur un État. C'est une banque centrale qui a un capital. Une banque centrale, elle est centrale, pour 36 raisons techniques, et notamment parce qu'elle émet la monnaie centrale, qui sert de règlement aux banques entre elles, mais elle est aussi centrale parce qu'elle est prêteur en dernier ressort et que l'État est derrière. Ce n'est pas le cas de la BCE. Et donc la situation de la BCE est une situation très particulière qui fait qu'elle joue sur les marchés comme une banque centrale, mais avec un ferment d'instabilité qui pourrait un jour se révéler dangereux. Donc, sur la question générale que vous posiez, le rôle des banques centrales est tout à fait considérable et je considère pour ma part que dans la crise depuis 2007-2008, elles ont bien joué leur rôle, bien fonctionné et qu'elles ont sauvé la mise à plusieurs reprises, avec un inconvénient qui est que par définition l'intervention de la Banque centrale est une intervention de court terme. Or, les gouvernements, je n'en cite aucun en particulier, mais notamment les gouvernements européens, ont eu tendance, c'est l'effet piégeant de la déclaration de Mario Draghi sur l'OMT, c'est que, puisque la Banque centrale résout le problème, on n'a pas à faire les réformes qu'il faut. La Banque centrale va y pallier. Sauf que la Banque centrale ne pallie au problème qu'à court terme. Et donc, en faisant ça, les gouvernements s'exonèrent de l'action de long terme qu'ils doivent conduire, se reposant sur la Banque centrale, alors que la Banque centrale ne devrait traiter que des problèmes de court terme. Et donc, on a là un effet pervers de la puissance même de la Banque centrale qui peut à elle seule stabiliser le marché, mais avec un effet pervers c'est très bien, à condition que ça n'empêche pas de faire ce qu'il faut faire par ailleurs. Aujourd'hui, en Europe, ça empêche.